Elle a passé 30 ans dans le couloir de la mort. Tout le monde la traitait de monstre. Personne ne voulait entendre la vérité. Mais le jour de son exécution, lorsqu'elle prononça ces derniers mots, c'était le choc. Abonnez-vous. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. C'est intéressant de voir d'où les gens nous regardent. La porte en acier laissa échapper un grincement fatigué en se refermant derrière le garde, scellant une fois de plus la cellule froide et étroite dans le silence. La lumière fluorescente au-dessus vacillait avec un léger bourdonnement, projetant de longues ombres sur le sol en béton. Dans le coin le plus éloigné, sur un lit de camp pas plus tendre que la pierre, était assise Elsie Mae Johnson. Sa silhouette était frêle, ses os pressant doucement contre sa peau, usée par le temps et l'érosion lente de l'espoir. Les années de confinement avaient creusé leur chemin sur ses mains, qui tremblaient maintenant légèrement en tenant la petite photo froissée. Un garçon, pas plus âgé que 3 ans, la regardait avec de grands yeux curieux. Son sourire était timide et ses bras tendus, comme s'il était figé pour toujours dans l'acte de courir vers quelqu'un qui l'attraperait. Elsie étudiait l'image avec un regard qui n'était ni désespéré ni nostalgique. Il était révérencieux. Cette photo, maintenant décolorée au coin, était tout ce qui lui restait d'un moment de sa vie qui était devenu à la fois une source de douleur et la raison pour laquelle elle endurait. Autour de son cou, sous le col de son uniforme de prison, pendait une simple chaîne en argent avec un minuscule pendentif, une breloque en forme de croissant de lune. Elle le touchait parfois sans s'en rendre compte, comme pour se raccrocher à quelque chose que les murs ne pouvaient pas lui enlever. C'était la dernière soirée qu'elle vivrait. Elle le savait avec la même certitude qu'elle connaissait le poids de son propre nom. Demain matin, il la ferait marcher dans le couloir, l'attacherait à la chaise et actionnerait l'interrupteur. Il y aurait des témoins, la presse, des observateurs juridiques, des officiels, dont aucun ne l'avait connue, et aucun ne se souviendrait d'elle une fois le cycle des nouvelles épuisé. Elle avait vu trop de visages aller et venir dans cet endroit, chacun prétendant ne pas entendre ses murmures, ne pas voir l'humanité qui vacillait encore dans ses yeux fatigués. À l'extérieur de sa cellule, le rythme des bottes résonnait doucement, passant sans s'arrêter. Les femmes des unités voisines s'étaient tues aussi. Elles le faisaient toujours la nuit précédant une exécution programmée. C'était une étrange sorte de matinée, silencieuse, partagée et imprégnée d'impuissance. Même dans un endroit où la vie était suspendue entre le métal froid et les règles, la mort arrivait comme une invitée que personne n'accueillait, mais pour laquelle tout le monde se préparait. Elsie tendit la main et ajusta la couverture effilochée drapée sur ses épaules. L'air était devenu plus froid ces derniers temps, le béton l'absorbant comme une éponge. Elle s'adossa contre le mur, ferma les yeux et laissa ses pensées vagabonder, comme elle l'avait fait chaque nuit pendant des années. Mais cette nuit était différente. Il n'y aurait plus de lendemain pour corriger les histoires racontées sur elle. Plus de temps pour expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle avait essayé. Dieu sait qu'elle avait essayé. Mais les voix qui comptaient avaient déjà pris leur décision depuis longtemps. Quelque part au-delà de ces murs, une télévision crépitait dans la salle de repos. À travers la petite grille du haut-parleur près du plafond, elle pouvait entendre la voix exercée du présentateur. Demain matin à 7h15, heure centrale, Elsie Mae Johnson, condamnée en 1993 pour enlèvement d'enfants, sera exécutée sur la chaise électrique. L'affaire, qui a secoué le Mississippi il y a des décennies, reste l'un des crimes les plus infâmes impliquant un mineur dans l'histoire de l'État. Elle n'avait pas besoin d'entendre le reste. Elle avait mémorisé le script de toutes ces années. Les mêmes mots répétés dans les salles d'audience, dans les gros titres, dans les conversations chuchotées des épiceries. Il la traitait de monstre, de danger pour les enfants, de menteuse manipulatrice se cachant derrière des yeux de grand-mère. Son nom avait été peint avec une telle noirceur que même des étrangers tressaillaient en l'entendant. La première fois que quelqu'un lui avait craché dessus en prison, elle avait essayé d'expliquer. Mais les mots avaient peu de poids face à la marée de haine publique. Personne ne voulait entendre son histoire, seulement la version qui tenait dans une colonne bien nette ou un extrait sonore. Elle avait cessé de se défendre, non pas parce qu'elle avait abandonné, mais parce qu'elle avait réalisé que cela n'avait plus d'importance. Le procès était terminé bien avant qu'elle ne mette les pieds dans la salle d'audience. Son image publique avait été scellée au moment où il l'avait arrêtée. Un regard sur elle, une vieille femme pauvre du mauvais quartier, et le reste s'était écrit tout seul. Les gardes n'étaient pas différents.
Certains ricanaient en passant, d'autres prétendaient qu'elle n'était pas là du tout. Parfois, un plus jeune hésitait, ne sachant s'il devait la plaindre ou la craindre, mais même ne posait pas de questions. Pas vraiment. Personne ne l'avait jamais fait. Un cliquetis soudain à la porte la tira de ses pensées. Elle s'ouvrit juste assez pour qu'un plateau glisse à travers avant de se refermer bruyamment. Le souper. C'était toujours la même chose. Des pommes de terre tièdes, du pain sec et une petite brique de lait. Elsie le regarda sans y toucher, puis tourna les yeux vers la photographie sur ses genoux. Elle n'avait pas beaucoup d'appétit. La faim qu'elle ressentait n'était pas physique. C'était le besoin lancinant d'être vue. Vraiment vue avant de quitter ce monde. Elle se demandait où il était maintenant. Le garçon, devenu grand, peut-être en sécurité, espérait-elle. Elle l'imaginait plus grand, avec la même expression ouverte. Peut-être en train de jouer au basket avec des amis, peut-être à l'université. Peut-être qu'il ne se souvenait même pas d'elle. Ou peut-être que si, mais seulement à travers le récit empoisonné de quelqu'un d'autre sur qui elle était. Cette pensée faisait plus mal que l'idée de mourir. Elle s'y ferma les yeux et prit une lente inspiration. Son cœur ne s'emballait pas, bien qu'il y ait une lourdeur dans sa poitrine. La peur s'était depuis longtemps estompée, remplacée par une résignation sourde. Mais plus profondément encore, enfoui sous des années de silence et de solitude, il y avait un autre sentiment, quelque chose de proche de la paix. Non pas parce qu'elle avait pardonné au monde ce qu'il lui avait fait, mais parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Et pourquoi elle l'avait protégé. Même si le monde appelait ça un enlèvement, même si personne ne la croyait, même si cela signifiait tout perdre, certaines choses en valaient la peine. L'horloge tournait. Chaque seconde ressemblait à de la poussière sur sa peau. Elle tourna son regard vers le plafond, traçant les fissures qu'elle avait mémorisées des années auparavant. Il y en avait une longue et déchiquetée qui lui rappelait une rivière, une autre courbée qui ressemblait à un point d'interrogation. Elle en avait créé des constellations lors des nuits sans sommeil. De petites histoires gravées dans le béton. Et pourtant, la question persistait au fond de son esprit, inébranlable même maintenant. Connaîtrait-il un jour la vérité ? Le silence s'approfondit alors que la nuit s'étirait. Quelque part dans le couloir, une femme sanglotait doucement dans son matelas. Une autre fredonnait un hymne à voix basse, les sons des condamnés résonnant contre l'acier et la pierre. Elsie s'allongea lentement, se recroquevillant légèrement sur le côté. Elle serra la photo contre elle, la plaçant sous son oreiller comme une prière. Elle murmura son nom, pas à voix haute, pas pour que quelqu'un d'autre l'entende, juste pour elle-même. Juste pour lui. À l'extérieur de sa cellule, un garde s'arrêta. Il était nouveau et ne savait pas s'il devait regarder à l'intérieur ou continuer à marcher. Quelque chose dans sa présence le dérangeait. Non pas parce qu'elle avait l'air dangereuse. Bien au contraire. C'était le calme dans ses yeux, la dignité tranquille de sa posture qui la rendait insaisissable. Il continua son chemin. Les lumières s'assombrirent encore. Quelque part, un buzzer retentit. Changement de service. Elsie resta immobile. Sa respiration ralentit. Ses mains se posèrent enfin. Le sommeil ne viendrait pas facilement, mais elle attendrait, tout comme elle avait attendu toutes ces années. Que quelqu'un écoute, que quelqu'un s'en soucie, que quelqu'un demande enfin non pas ce qu'elle avait fait, mais pourquoi. Et quand le matin viendrait, que quelqu'un ait écouté ou non, elle marcherait ce dernier couloir la tête haute. Parce que quoi que le monde ait dit, quoi qu'ils aient écrit, elle savait qui elle était. Et elle savait ce qu'elle avait fait. Pas par haine, pas pour faire du mal, mais par amour, pour lui. Pour le garçon dont personne n'avait plus jamais demandé de nouvelles. Quand le soleil se leva sur Jackson, Mississippi, le lendemain matin, sa lumière dorée filtra à travers les larges fenêtres du bureau du procureur de district, illuminant des étagères remplies de dossiers, de classeurs et de boîtes pleines de noms oubliés et d'affaires classées. Au 5e étage, Benjamin Harris était assis derrière un bureau fourni par le gouvernement, fixant d'un air absent l'écran de son ordinateur, les restes d'un bagel rassis intact sur une serviette à côté de lui. Ben était nouveau, à peine 6 mois dans le poste et s'habituant encore au rythme suffocant du travail juridique gouvernemental, il s'était habitué à la routine. Pointer, cocher des cases, signer. Chaque dossier,
aussi dramatique ou dérangeant soit-il, finissait par devenir une simple formalité. On lui avait appris à séparer les émotions du processus. Mais quelque chose à propos du dossier sur son bureau rendait cette séparation contre nature. L'étiquette rouge sur le devant indiquait « Johnson Elsie May, examen du protocole d'exécution ». On l'avait glissé sous sa porte plus tôt ce matin-là avec un post-it qui disait « Liste de contrôle finalisée, prévue pour jeudi ». Il l'ouvrit, s'attendant à un simple examen administratif rapide. C'était tout ce que cela devait être, un dernier regard sur la documentation pour s'assurer que tout avait été légalement respecté avant que l'État n'exécute sa sentence. Pas besoin de lire trop en profondeur. Pas besoin de remettre en question le passé. Le dossier aurait dû être simple. La femme avait été condamnée près de 3 décennies plus tôt pour l'enlèvement d'un enfant et avait été condamnée à mort. Une affaire très médiatisée à l'époque, apparemment un scandale national. Tout ce qui restait était de confirmer que la paperasse correspondait. Mais en parcourant les pages, un sentiment de malaise s'insinua en lui. Il y avait des lacunes. Cela a commencé par de petites choses, des horodatages manquants, des transcriptions incomplètes, mais à mesure qu'il s'enfonçait dans le dossier, les incohérences devenaient plus difficiles à ignorer. Le rapport d'arrestation original était là, mais les dépositions des témoins étaient génériques, vagues et clairement éditées. Plus troublant encore, le nom du père de l'enfant était totalement absent, non pas caviardé, mais omis. Page après page, on le désignait comme le tuteur ou le plaignant, mais jamais par son nom. Et nulle part dans le dossier il n'y avait une seule ligne de témoignage de sa part. Ben se pencha en arrière dans sa chaise, fronçant les sourcils. Ce n'était pas la procédure standard. Dans une affaire où un enfant aurait été enlevé, l'identité du parent ayant la garde était centrale. On ne l'omettait pas simplement, à moins qu'il y ait une raison. Il feuilleta de nouveau, cherchant le témoignage de l'accusée, Elsa May elle-même. Tout ce qu'il trouva, ce furent de courtes réponses, la plupart limitées à « oui » ou « non ». Son avocat n'avait soulevé aucune objection, n'avait posé aucune question. Ben reconnut le nom de l'avocat, maintenant à la retraite depuis longtemps, et se souvint d'avoir entendu des rumeurs sur le surmenage dont il avait souffert au début des années 90. Une défense signée, un effort minimal, une condamnation en attente. Plus Ben lisait, plus il avait de questions. L'enfant, selon le dossier, avait été retrouvé indemne, propre et bien nourri. Les évaluations médicales n'avaient montré aucun signe de mauvais traitement. En fait, il y avait une note d'un médecin disant que l'enfant paraissait alerte, réceptif et émotionnellement stable. Cela ne correspondait pas au récit brossé dans le résumé de l'accusation, qui décrivait Elsie May comme une figure manipulatrice qui exploitait un enfant vulnérable pour ses propres délires mentaux. Puis vint une ligne dans le rapport présententiel qui le fit s'arrêter complètement. L'explication de l'accusé pour ses actions a été jugée incohérente et non pertinente pour la détermination de la peine. La défense a choisi de ne pas rechercher d'autres preuves de justification psychologique ou contextuelle. Ben resta immobile, fixant ces mots, incohérentes et non pertinentes. Plus il étudiait le dossier, plus il semblait moins s'agir d'une affaire bien résolue que de quelque chose délibérément enterré. Comment quelqu'un pouvait-il être condamné à mort avec si peu de considération pour le mobile ou les circonstances? Et pourquoi personne ne semblait-il remettre en question l'effacement total de la vie familiale de l'enfant? Il se leva et traversa la pièce jusqu'au grand classeur étiqueté « Affaires classées, condamnation à mort ». Ouvrant le tiroir, il parcourut les étiquettes jusqu'à ce qu'il trouve un classeur compagnon. Peoples et Johnson, archives partielles. À l'intérieur se trouvaient des papiers plus anciens, certains manuscrits, d'autres tapés sur du papier à en-tête jaunie. Vers l'arrière du classeur, coincé entre 2 rapports d'évaluation, se trouvait une photocopie d'un formulaire qu'il n'avait pas vu dans le dossier principal. Une plainte manuscrite soumise par une femme nommée Lily Emerson. Ben se figea. Elle était datée de 6 semaines avant l'arrestation d'Elsie May. Le formulaire avait été soumis au département des services à la famille et contenait 2 paragraphes courts mais urgents. Mon mari est devenu dangereux. Je crains pour ma sécurité et pour la sécurité de mon fils. Je demande une protection d'urgence et ne rentrerai pas chez moi tant que je ne serai pas assuré qu'il est à l'abri du danger. Le document avait été tamponné comme « reçu », mais il n'y avait aucune trace de suivi.
Aucune preuve de la visite d'un travailleur social. Rien de cette plainte n'était entré dans le dossier du tribunal. Elle avait simplement disparu. Ben fixa la page, le cœur battant. Si cette femme, Lily Emerson, avait été la mère du garçon et qu'elle avait disparu peu de temps avant l'arrestation d'Elsie May, que lui était-il arrivé? Il sortit son téléphone et chercha son nom dans le registre du comté. Il n'y avait qu'un seul enregistrement. Lily Emerson, décédée, mars 1993. Pas de notice nécrologique, pas de cause de décès indiquée dans l'index de base. Ben sentit le sol se dérober sous ses pieds. De retour à son bureau, il disposa les papiers côte à côte, établissant des liens. Une femme disparaît après avoir averti d'un danger à la maison. Une femme plus âgée apparaît avec le même enfant quelques jours plus tard. L'enfant est indemne. La femme plus âgée est qualifiée de kidnappeuse, jugée et condamnée sans aucun effort pour explorer le contexte ou le mobile. Aucun suivi sur la mère. Aucune mention du père, seulement le silence. Il décrocha le téléphone et appela son superviseur. J'ai quelques questions sur l'affaire Johnson. Une pause, puis une voix fatiguée répondit, examen final, n'est-ce pas? Signe juste et passe à autre chose, Harris. On a tous vu ce dossier. Je sais, mais il manque beaucoup de choses. Comme, pourquoi le père de l'enfant n'a-t-il pas été nommé au procès? Mec. N'allez pas là-dedans, interrompit vivement la voix. Je suis sérieux. C'est un vieux brasier, et il n'y a rien de bon à y fourrer le nez. Le département n'est pas intéressé à rouvrir une boîte de Pandore scellée depuis 3 décennies. Coche juste les cases et classe-le. Ben raccrocha sans répondre. Il resta assis, immobile, pendant plusieurs longues minutes, sentant le poids du silence peser sur lui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas profondément, systématiquement faux dans ce qu'il voyait. Mais pire que les erreurs, c'était le sentiment clair que personne n'avait jamais essayé de les corriger. L'affaire avait été pratique. Un bouc émissaire avait été fourni et le public avait été satisfait. Le système avait continué. Mais si le bouc émissaire était innocent? Il rassembla les papiers dans le dossier, le glissa sous son bras et quitta son bureau. En bas, au service des archives, il demanda l'accès aux archives physiques plus anciennes, en particulier les dossiers hospitaliers, les registres du département des services à la famille et tous les dossiers des forces de l'ordre du début de 1993. La plupart avaient disparu, mais pas tous. Des étagères métalliques poussiéreuses, il tira une mince boîte étiquetée, Emerson, Lily, admission médicale, restreint. L'infirmière de service leva un sourcil en le voyant passer, mais ne dit rien. De retour à un bureau de lecture tranquille, Ben ouvrit la boîte et la feuilleta lentement. Il y avait 2 rapports des urgences. Les 2 mentionnaient des ecchymoses. L'un incluait une commotion cérébrale. Le médecin traitant avait noté « suspicion de violence domestique », patiente craignant d'identifier son partenaire par peur des représailles. Une phrase avait été soulignée à la main. Mesures de protection recommandées. Suivi prévu. La patiente n'est pas revenue. Ben referma la boîte, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il retourna à son bureau, il faisait presque nuit. La ville bourdonnait au-delà des fenêtres teintées, indifférente comme toujours. Il s'assit et regarda à nouveau le dossier à étiquette rouge. Il ne ressemblait plus à de la paperasse de routine. Il ressemblait à une bombe à retardement qui avait explosé il y a longtemps, et personne ne s'était soucié des débris laissés derrière. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. 27 heures avant l'exécution prévue. Il décrocha le téléphone et composa le numéro du pénitencier de l'État. Ici Benjamin Harris du bureau du procureur, dit-il, stabilisant sa voix. J'aimerais organiser une rencontre avec la détenue Elsie Mae Johnson dès que possible. La voix à l'autre bout hésita. Objet, examen juridique, répondit-il, puis après un temps d'arrêt, il ajouta, elle a peut-être été condamnée sur la base de témoignages faux ou incomplets. Une pause. Nous devrons obtenir une autorisation. Cela pourrait prendre du temps. Ben se pencha en avant, agrippant le combiné. Alors commencez maintenant, parce que nous sommes peut-être sur le point de tuer une femme innocente. Et pour la première fois de sa brève carrière, il sentit quelque chose changer, non seulement dans l'affaire, mais en lui-même.
Il ne voulait pas être le genre d'homme qui détourne le regard. Le trajet jusqu'au pénitencier d'État était long, traversant des kilomètres de terre plate et de villes fantomatiques qui semblaient perpétuellement figées entre hier et aujourd'hui. Ben Harris gardait les yeux sur la route, le dossier lourd sur ses genoux, même s'il n'était pas épais. Il n'y avait pas beaucoup de pages à l'intérieur, juste quelques dossiers médicaux, une plainte manuscrite et le résumé d'admission d'un enfant lors d'une visite aux urgences oubliées. Mais les implications de ce qu'il avait trouvé dépassaient de loin le poids du papier. Il n'avait pas dormi. Ses pensées avaient tourné en boucle sur chaque centimètre de l'affaire, retraçant obsessionnellement les étapes, croisant les noms, les horodatages, les signatures, un millier de détails, chacun jetant une ombre plus longue que le précédent. La question qui le hantait n'était plus, était-elle coupable? Elle était devenue, pourquoi personne n'a jamais demandé? Il arriva à la prison sous un ciel couvert, du genre à rendre le monde sombre même à midi. Après avoir été fouillé et enregistré, il fut conduit à travers un dédale de couloirs qui sentait l'eau de javel et le fer. Les gardes passaient sans parler. Des caméras surveillaient tout. En marchant, il ne pouvait se défaire de l'image d'Elsie mais telle qu'elle était apparue sur la vieille photo d'identité judiciaire. Petite, fatiguée, sans sourire, ses yeux portant quelque chose de plus profond que la résignation, quelque chose de presque défiant. La salle d'interrogatoire était stérile, tapissée de métal et de verre. Une seule chaise attendait derrière une table boulonnée. Quand la porte s'ouvrit et qu'elle entra sous escorte, Ben se leva. Elle était plus âgée maintenant, beaucoup plus âgée que sur cette photographie. Pourtant, la même force tranquille demeurait dans sa posture. Les gardes lui enchaînèrent les mains à la table et reculèrent. Elle le regarda avec la lassitude de quelqu'un qui avait cessé d'attendre quoi que ce soit de bon depuis longtemps. « Vous vouliez me parler ?» dit-elle simplement. Sa voix était basse mais stable. Ben hocha la tête. « Merci d'avoir accepté. » Elle haussa les épaules. « Je n'avais rien de mieux de prévu. » Il sourit un peu, mais elle non. « J'ai examiné votre dossier, » dit-il. Le dossier officiel et les parties qui ne sont pas parvenues jusqu'à la salle d'audience. Son expression ne changea pas. Si quoi que ce soit, elle semblait amusée par son utilisation du mot « officiel ». J'ai trouvé des dossiers sur une femme nommée Lily Emerson, continua-t-il. Elle a déposé une plainte pour violence domestique quelques semaines avant votre arrestation. Je crois qu'elle est la mère du garçon. Un long silence suivit. Elsie baissa les yeux sur ses mains enchaînées. Puis, lentement, elle hocha la tête. Oui, dit-elle. C'était son nom. Ben attendit. Elle était gentille, ajouta Elsie. Discrète, toujours nerveuse, même quand elle souriait. Nous nous sommes rencontrés à la clinique. J'aidais à temps partiel à l'époque où j'avais encore ma licence. Elle amenait son petit garçon avec elle parfois. Le plus adorable des enfants que vous ayez jamais vu. Il ne pleurait jamais, même quand il avait de la fièvre. Il s'accrochait juste à elle comme s'il savait qu'elle avait plus besoin de lui que lui d'elle. Sa voix vacilla légèrement sur cette dernière phrase. Il était petit, à peine 3 ans, adorait les briques de jus et ses petites voitures jouets. Elle me le laissait parfois juste pour quelques heures pendant qu'elle faisait des courses. Disait que j'étais la seule personne en qui elle avait confiance. Ben se pencha en avant. Que lui est-il arrivé? Elsie resta silencieuse un moment. Elle a commencé à arriver avec des bleus. Bras, cou, une fois avec une lèvre fendue. Avait toujours une excuse. Vous savez, le genre. Je suis tombée dans les escaliers. Je me suis cognée contre l'armoire. Je savais bien. Nous le savions tous, mais personne n'a jamais rien dit à voix haute. Elle n'était pas prête à l'admettre. Pas encore. Elle fixa un coin de la pièce au-delà de lui. Puis un jour, elle est arrivée, secouée. Elle a dit qu'elle avait déposé une plainte, m'a dit qu'il avait menacé de prendre le garçon si elle essayait de partir. Elle a dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux que tu le prennes. Je pensais qu'elle avait juste peur, qu'elle parlait comme les gens le font quand ils sont en pleine panique. Ses mains se serrèrent lentement en poing. 2 jours plus tard, elle avait disparu. Ben sentit un frisson lui parcourir le dos. Disparu, répéta-t-il. Disparu, dit Elsie. Je suis allée à son appartement quand elle ne s'est pas présentée pour son service.
La porte était grande ouverte, les lumières allumées, son sac à main encore sur la table de la cuisine. Le garçon était seul, pleurant dans la chambre. Son petit bras avait une marque rouge comme si quelqu'un l'avait attrapé trop fort. Elle expira, tremblante. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste pris et je suis partie. J'ai conduit pendant des heures. J'ai trouvé un motel bon marché au bord de la rivière. J'ai payé en espèces. J'ai laissé la télévision allumée pour qu'il ne se sente pas si seul. Il s'est accroché à moi pendant des jours. Il ne mangeait que si je m'asseyais avec lui. Il ne dormait que s'il était blotti juste à côté de moi. La poitrine de Ben lui faisait mal sous le poids de ce qu'il entendait. « Avez-vous essayé d'aller à la police ?»« J'allais le faire, dit-elle doucement. »« Vraiment. » Mais ensuite j'ai vu son visage aux nouvelles. Il me traitait de kidnappeuse. Disait que j'étais mentalement instable, que je l'avais attiré. Ils n'ont même jamais mentionné sa mère. Juste, tuteur légal non identifié. C'est là que j'ai su qu'ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient une histoire qui avait du sens pour eux. Elle leva les yeux vers Ben, son regard stable maintenant. Ils nous ont trouvés le 4e jour, pas la police, des hommes en costume, rasés de près, polis mais froids. Ils ne m'ont pas posé de questions. Ne m'ont pas dit où il allait. Ils l'ont juste pris. Quand j'ai crié, ils ont menacé de m'accuser d'agression. L'un d'eux a souri en me mettant dans la voiture. Ben déglutit difficilement. Savez-vous qui ils étaient? Elsie hocha la tête une fois. Sécurité privée. Il avait ses propres gens, pas de l'État. Cet homme, il n'était pas seulement dangereux. Il avait des relations. Il faisait disparaître les choses. Lily, son dossier, moi, tout. Elle plongea la main dans la poche de sa combinaison et fit glisser lentement un petit objet sur la table. C'était le même pendentif qu'il avait vu sur la photo des preuves, un croissant de lune sur une chaîne délicate. Au dos, à peine visible, de minuscules initiales gravées. R.J.E. Ben le fixa. Je l'ai gardé, dit Elsie. C'était le sien. Il le portait tous les jours. Je lui ai dit que c'était sa lune porte-bonheur. Ben parla enfin, la voix rauque. Savez-vous qui est le père? Ses lèvres se crispèrent. Je le sais, mais dire son nom ici ne vous aiderait ni vous ni moi. Il est toujours là, toujours en fonction, toujours puissant. Parlez contre lui et vous verrez votre vie ruinée avant la fin de la semaine. Les pensées de Ben tourbillonnaient, mais il se força à rester ancré. Pourquoi cela n'est-il pas sorti au procès? Elle eut un sourire amer. Mon avocat m'a dit de me taire. Il a dit que si je parlais de choses que je ne pouvais pas prouver, j'obtiendrais la perpétuité au lieu de la mort. Drôle, n'est-ce pas? Une vie de silence ou la mort sans vérité. Elle se pencha en arrière, son poignet toujours enchaîné à la table, mais sa voix pleine d'une vieille certitude brûlante. Je n'essayais pas de le voler. J'essayais de le sauver. Mais personne ne voulait entendre ça. Ni à l'époque. Ni jamais. Ben tendit la main vers le pendentif, le tenant doucement dans ses doigts. Il sentit son poids frais, sa petite courbe, les bords adoucis par des années de contact. Je vous crois, dit-il. Elle sourit de nouveau, plus doucement cette fois. C'est une première. Il se leva, ses pensées déjà tournées vers ce qu'il allait faire ensuite. Les appels téléphoniques, les dossiers, la presse si nécessaire. Le temps pressait, mais il avait quelque chose maintenant. Un fil à tirer, une voix à amplifier. Alors qu'il se tournait pour partir, elle prononça son nom. Il s'arrêta. Quoi qu'il arrive, dit-elle. Merci d'avoir écouté. Même si c'est trop tard, cela signifie quelque chose. Il hocha la tête, ne se fiant pas à sa voix pour parler. Le garde ouvrit la porte et Ben passa, le pendentif dans sa main et la vérité résonnant à ses oreilles. Dehors, les nuages pendaient plus bas qu'auparavant, et le vent se leva, vif et insistant. Mais pour la première fois depuis des jours, Ben sentit autre chose s'agiter en lui. La détermination. L'histoire d'Elsie n'était pas terminée, et la sienne non plus. Le couloir à l'extérieur de la salle de visite était plus froid qu'il n'aurait dû l'être.
Alors que Ben retournait dans le corridor, sa peau picota sous l'effet de quelque chose de plus que l'air. C'était le poids de tout ce qu'il venait d'entendre qui pesait sur sa poitrine. La porte métallique claqua derrière lui, isolant la force tranquille d'Elsie Mae Johnson. Il descendit le couloir à pas lents et délibérés, le pendentif qu'elle lui avait donné reposant toujours dans sa main. Ses doigts se refermèrent instinctivement dessus comme si c'était une bouée de sauvetage. Il retourna à Jackson en silence. Les routes s'étiraient à l'infini devant lui, bordées de pins et d'arbres floutés par le mouvement. Les villes qu'il traversait semblaient inchangées, vivant toujours dans la même époque oubliée où Elsie avait été enterrée. Son histoire résonnait dans son esprit, chaque phrase creusant de nouvelles questions et une nouvelle colère. Si tout ce qu'elle disait était vrai, et au fond de lui il le croyait, alors non seulement une femme avait été condamnée injustement, mais tout un appareil avait conspiré pour que cela reste ainsi. Quand il rentra à son appartement, il était près de minuit. Il n'alluma pas la télévision. Au lieu de cela, il s'assit à sa table de cuisine avec les documents étalés devant lui. Rapports médicaux, plaintes des services familiaux, transcriptions de procès incomplètes, et ce simple pendentif en croissant. La gravure capta doucement la lumière. RJ eut un nom caché à la vue de tous, comme tout le reste dans cette affaire. Il n'eut pas besoin de deviner à qui appartenaient les initiales. Il avait déjà commencé à tirer le fil. Le nom qu'il avait découvert dans le système des services familiaux était Robert James Elwood, alors sénateur de l'État avec une influence financière et politique significative. Cette influence avait grandi au fil des ans. Il occupait maintenant un siège au Congrès, un homme de pouvoir, de relations, et une réputation de philanthropie et d'efforts de restauration communautaire. Souriant en costume, serrant des mains, et des séances photos. Un homme si bien ancré dans la politique de l'État que la simple rumeur d'une accusation se propagerait comme de la dynamite à travers le système, et Elsie Mae avait été son passif. Ben éplucha les articles de journaux de l'époque, mars 1993. La disparition du garçon avait fait la une des journaux, mais nulle part l'identité du père n'était mentionnée. Chaque article faisait vaguement référence à la mère, souvent sans nom. Lorsque l'enfant fut retrouvé, les gros titres changèrent. Soudain, il ne s'agissait plus d'une famille en crise. Il s'agissait d'une femme dérangée qui avait volé un garçon d'un environnement sûr et aimant. Pas de suivi, pas de questions plus profondes, plus aucune mention de Lily Emerson. Il regarda l'horloge. 19 heures avant l'exécution prévue. Le lendemain matin, il demanda une réunion formelle avec le procureur de district, mais on lui dit que le procureur n'était pas disponible. Il demanda une réunion avec le bureau des défenseurs publics de l'État, mais reçut un refus tout aussi sec. Dès qu'il mentionnait le nom d'Elsie Mae Johnson, les portes commençaient à se fermer. Des gens qui avaient été cordiaux quelques jours plus tôt le regardaient maintenant comme s'il avait une deuxième tête. Une assistante, qui lui proposait habituellement de remplir son café, ne voulait même pas croiser son regard. Ce n'était pas subtil. Il ne voulait pas que l'affaire soit touchée. Pas maintenant. Pas après toutes ces années, et surtout pas quand la personne derrière le rideau avait tant à perdre. Ben s'en fichait. Il retourna aux archives et passa des heures à fouiller les dossiers du personnel du département des services à la famille. La plupart des documents avaient été numérisés et détruits, mais quelques registres manuscrits restaient dans les tiroirs du bas. Un nom revenait sans cesse. Karen Vols, la travailleuse sociale assignée à la plainte de Lily Emerson. Ben trouva son numéro dans un annuaire du personnel obsolète et appela. La voix à l'autre bout était fatiguée, sur la défensive. Ici Karen. Mademoiselle Holz, je m'appelle Benjamin Harris. Je suis avocat à Jackson et j'examine une affaire de peine de mort. Je crois que vous avez peut-être été impliqué dans l'enquête initiale concernant Lily Emerson en 1993. Une longue pause suivit. Je ne donne pas d'interview, dit-elle. Cette affaire a failli me coûter mon emploi. Je ne suis pas journaliste, dit Ben rapidement. J'essaie d'arrêter une exécution qui ne devrait pas avoir lieu. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de la vérité. Silence à nouveau, puis, retrouvez-moi à l'ancien bureau de poste de la rue Shelby. Midi, elle raccrocha avant qu'il ne puisse dire merci. Il arriva en avance, attendant dans sa voiture et observant le bâtiment aux fenêtres condamnées de l'autre côté de la rue. Quand Karen Holz sortit enfin de son véhicule,
Elle ressemblait exactement à ce qu'il imaginait, usée, distante et prudente. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière et son manteau flottait au vent comme quelque chose d'une autre époque. « Vous savez ce que vous faites ?» demanda-t-elle sans le saluer. « Non » admit Ben. « Mais je sais qu'elle ne méritait pas ça. » Karen hocha la tête, ses yeux balayant la rue vide. Nous le savions tous, ceux d'entre nous sur le terrain. Lily est venue nous voir terrifiés. J'ai supplié mon superviseur de faire avancer sa demande, mais un jour plus tard, j'ai reçu un appel me disant d'évaluer la situation et puis rien. On m'a retiré l'affaire. La chose suivante que j'ai entendue, c'est qu'elle était morte et qu'Elsie était arrêtée. Saviez-vous qui était le père ? Bien sûr, dit amèrement Karen. Tout le monde le savait, mais personne n'osait prononcer son nom. Il avait des amis au bureau du procureur général, des juges, même quelques rédacteurs en chef. Il a enterré son histoire avant que l'encre ne soit sèche. Elle regarda Ben fixement. Vous nagez en eau profonde maintenant. Si vous voulez vraiment la sauver, alors vous feriez mieux d'agir vite. Ils laisseront le temps s'écouler, peu importe la preuve que vous leur présenterez. Ben la remercia et se précipita à son bureau. Il scanna le formulaire d'admission signé. Karen lui avait apporté une photocopie de la plainte originale de Lily. Cette fois avec le nom du père clairement indiqué, Robert James Elwood. Il avait ce dont il avait besoin. Maintenant, il devait faire en sorte que quelqu'un l'écoute. À 15 heures, il était au téléphone avec un greffier fédéral pour demander un sursis d'exécution d'urgence, en joignant tous les documents à l'appui qu'il avait. La motion fut soumise et l'attente commença. Les appels restèrent sans réponse. Les SMS furent ignorés. Sa boîte de réception se remplit de réponses automatiques et de reports vagues. C'était comme si tout le système avait décidé de le geler. À 17h40, son téléphone sonna. C'était le directeur de la prison. Le bureau du gouverneur n'a pas répondu, dit l'homme. À moins que vous n'ayez une injonction fédérale en main, nous procédons. La poitrine de Ben se serra. Vous ne pouvez pas, je ne fais pas les règles, mon garçon. Ben raccrocha, les paumes moites, et fixa l'horloge. Il restait à peine 13 heures. Il emballa ses dossiers, se rendit au palais de justice et entra dans le bureau d'un média local, serrant les preuves. Si je ne peux pas arrêter ça par les tribunaux, dit-il au rédacteur en chef, je l'arrêterai par le peuple. La femme écouta, parcourant le dossier. Quand elle arriva aux photos des bleus de Lily et aux rapports médicaux, elle s'arrêta. Ses doigts se resserrèrent sur les pages. Je vais le publier, dit-elle. Ce soir. Mais vous feriez mieux de prier pour que ça se propage vite. À minuit, l'histoire était en ligne. Titre, une exécution imminente malgré de nouvelles preuves choc dans une affaire d'enlèvement de 1993. Ben resta dans son appartement, actualisant l'article encore et encore. Les commentaires affluaient, les partages se multipliaient, les gens posaient des questions, exigeaient des réponses, mais toujours aucun mot des tribunaux, aucun ordre du gouverneur. À 6h10 du matin, son téléphone sonna de nouveau. C'était le pénitencier. « Vous avez 1 heure » dit la voix. Ben attrapa le dossier et courut. Il ne prit pas la peine de se changer. Il ne s'arrêta pas pour réfléchir. Il se battrait jusqu'à la dernière seconde, car la vie d'Elsie Mae Johnson valait plus que le silence. Le soleil ne s'était pas encore levé quand Elsie Mae fut réveillée par le claquement des portes de cellule et le tonnerre sourd des bottes dans le couloir. Les sons familiers portaient un poids différent aujourd'hui. Ils ne marquaient pas le début d'une autre matinée de routine, ni le changement de service de gardes indifférents. Aujourd'hui, ils marquaient la fin. Du moins, c'est ce que tout le monde attendait. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa cellule. Une clé tourna avec un son lourd et final, et la porte s'ouvrit lentement. 2 officiers se tenaient là en tenue complète de protocole d'exécution, uniforme repassé, gants, yeux délibérément vides. Elsie s'assit sans attendre d'instruction. Elle avait peu dormi, et quand elle le faisait, c'était un sommeil léger, agité, plein de souvenirs fragmentés et d'échos de voix depuis longtemps réduites au silence. Pourtant, ses mains étaient stables alors qu'elle retirait la couverture de ses genoux et la plaçait sur le lit de camp, la pliant soigneusement par habitude. Ils lui enchaînèrent les poignets puis les chevilles, se déplaçant sans un mot. L'un d'eux,
Un jeune homme au visage propre et à la mâchoire tressaillante, évitait de la regarder directement. L'autre, plus âgé et plus lourd, accomplissait chaque mouvement avec le professionnalisme ennuyé de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Aucun d'eux ne l'appela par son nom. Ils lui firent simplement un geste vers le couloir. Elle hocha la tête une fois et s'avança. Alors qu'elle marchait, les chaînes cliquetant à chaque pas prudent, le couloir s'étendait devant elle comme un tunnel entre les mondes. Les lumières fluorescentes au-dessus vacillaient légèrement, leur bourdonnement résonnant contre les murs en parpaing. Ses pantoufles frottaient contre le sol en béton. Il y avait une froideur dans le couloir qui s'installait dans ses os, mais elle n'était pas inconnue. Elle avait vécu dans le froid pendant des décennies. Air froid, regard froid, justice froide. Elle ne regarda pas autour d'elle alors qu'il passait devant les cellules vides des autres détenus. Les femmes à l'intérieur étaient silencieuses mais éveillées. Elle pouvait sentir leur présence là, regardant, certaines en prière, d'autres retenant leur souffle. Quelques-unes avaient murmuré son nom dans la nuit. Une avait pressé sa paume contre le mur comme pour lui offrir une petite mesure de contact humain. Mais maintenant, dans ses derniers pas, elle s'y était seule. Au bout du couloir se trouvait la chambre, stérile, sans fenêtre, impitoyable. 2 gardes flanquaient la porte en acier, immobiles comme des statues. Quand elle arriva, ils s'écartèrent. L'officier plus âgé à côté d'elle sortit une clé de sa ceinture et l'inséra dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un sifflement mécanique, et l'air à l'intérieur était encore plus froid. Elle entra dans la pièce comme si c'était une autre cellule, seulement avec des lumières plus vives et plus de fils. La chaise se dressait au centre, boulonnée au sol, des lanières de cuir pendantes comme les bras d'une bête attendant de dévorer. La pièce sentait légèrement le désinfectant et le métal. Un prêtre se tenait dans le coin le plus éloigné, les yeux baissés, ses mains jointes autour d'une petite Bible. Un directeur, 2 superviseurs, un observateur juridique et un médecin étaient également présents. Chacun évitait son regard de différentes manières. Elle fut guidée jusqu'à la chaise et lentement abaissée dedans. Le cuir était rigide, inhospitalier. Elle grimaça légèrement lorsque son dos se pressa contre lui. Le jeune officier s'accroupit pour sécuriser ses chevilles tandis que l'aîné commençait à attacher ses poignets. Le prêtre s'approcha, murmurant quelque chose sur les derniers sacrements. Elle hocha la tête mais ne répondit pas. Ses pensées étaient ailleurs, ni au ciel ni au salut, mais à un petit garçon aux grands yeux et aux sanglots étouffés, blotti dans ses bras dans une chambre de motel dont elle se souvenait à peine du nom. Une par une, les sangles se resserrèrent. Poitrine, cuisses, épaules. Le casque métallique attendait sur un petit plateau à proximité, des fils en sortant déjà comme les racines d'un arbre monstrueux. Le technicien près du panneau de contrôle ajusta quelques cadrans, ses yeux se posant occasionnellement sur la fenêtre d'observation. Le directeur s'éclaircit la gorge. La prisonnière souhaite-t-elle faire une dernière déclaration? La bouche d'Elsie était sèche. Elle se lécha les lèvres et leva légèrement le menton. Sa voix était douce mais porta à travers la pièce. « J'ai fait ce que je pensais être juste, » dit-elle. « Je n'ai jamais voulu blesser personne. J'ai essayé de protéger un enfant quand personne d'autre ne le voulait. Si c'est un péché, alors qu'il soit sur mon âme. » Il y eut une pause, comme si personne ne savait quoi faire de ces mots. Puis le directeur fit un signe de tête au technicien. L'homme s'avança, soulevant le casque. « Attendez !» La voix retentit comme un coup de feu. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement et une silhouette y entra en trébuchant, essoufflée et les yeux égarés. Ben Harris se tenait dans l'embrasure de la porte, un dossier épais serré dans une main, sa cravate de travers, la sueur assombrissant le tissu à son col. Derrière lui, un garde tenta de le tirer en arrière, mais le directeur leva la main. « Que signifie ceci ?» demanda le directeur. « J'ai un sursis, halta Ben, sa voix se brisant. Une injonction fédérale vient d'être émise. » Il tendit une feuille de papier, le sceau encore frais en haut. L'observateur juridique s'avança et la prit, la parcourant rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « C'est authentique, dit-il, effectif immédiatement. L'exécution est suspendue. » Le chaos se propagea dans la pièce. Les gardes hésitèrent. Le technicien s'éloigna de la chaise, les mains tremblantes. Le directeur jura à voix basse et fit signe de retirer les sangles.
La tête d'Elsie était tombée en avant pendant l'agitation. Maintenant, elle la releva lentement, ses yeux rencontrant ceux de Ben de l'autre côté de la pièce. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis elle lui fit le plus petit des hochements de tête, non pas de gratitude, mais de compréhension. Les gardes détachèrent les sangles une par une. Ses membres picotaient d'une liberté soudaine, engourdis par la pression. Le jeune officier l'aida à se relever, sa prise plus douce qu'auparavant. Ben s'approcha, serrant le dossier contre sa poitrine. « Vous n'avez pas encore fini » dit-il doucement. Elle le regarda, et pour la première fois depuis des années, ses yeux contenaient quelque chose de proche de l'espoir. Le reste de la journée se déroula par fragments. Entretien, paperasse, évaluation médicale. Elle fut ramenée dans sa cellule, mais pas en tant que condamnée. Les chaînes étaient plus légères, l'air moins vif. Dehors, les médias s'agitaient. L'affaire avait éclaté. Les gens posaient des questions, exigeaient des réponses. Le bureau du gouverneur publia une déclaration. Le tribunal demanda une révision. Pour la première fois en 3 décennies, le silence entourant Elsie et Johnson commençait à se briser. Tard cette nuit-là, Ben retourna à la prison. Elle était assise dans le même coin, ses mains jointes autour du pendentif une fois de plus. Il fut autorisé à entrer dans la cellule. Pas de vitre entre eux, pas de chaîne. « Ils rouvrent l'affaire », dit-il. « Je ne sais pas encore quel sera le résultat, mais ils devront entendre toute l'histoire maintenant. » Toute l'histoire. Elle hocha la tête. « Je ne sais toujours pas ce qui lui est arrivé », dit-elle après une pause. Le garçon. « Nous le découvrirons, promit Ben. Nous le devons. » Elle baissa les yeux sur la breloque dans sa main. S'il est en sécurité, ça en valait la peine. Tout. Il s'assit à côté d'elle, sans parler. Dehors, par la fenêtre à barreaux, le vent s'était levé. Les feuilles bruissaient contre la brique. Quelque part au loin, un train siffla dans la nuit. « Vous m'avez sauvé la vie », dit-elle finalement. « Non », répondit Ben. « Vous avez sauvé la sienne. J'ai juste fait en sorte que quelqu'un écoute. » Elle sourit faiblement et s'adossa contre le mur. Alors peut-être que le monde n'est pas irréparable après tout. Le silence entre eux n'était plus lourd. Il était plein. Plein de questions encore sans réponse. Plein de temps pas encore perdu. Plein d'une histoire pas encore terminée. Et dehors, l'aube commençait à se lever. Elsie était assise seule dans sa cellule, la faible lumière du matin filtrant à travers la haute fenêtre, la poussière dansant silencieusement dans le faisceau étroit. Ses mains, encore instables à cause des contentions, reposaient sur ses genoux. Bien que les sangles aient été retirées et que son nom ne figure plus en haut d'un programme marqué pour la mort, le poids en elle ne s'était pas allégé. Elle était en vie, oui, mais être en vie n'était pas être libre. La porte ne s'était pas ouverte sur l'absolution, seulement sur la possibilité. Le silence dans la cellule était différent maintenant. Ce n'était pas le silence étouffant de la résignation, mais le calme fragile et délicat qui suit une tempête, quand tout tremble, quand les débris sont encore en cours d'évaluation. Elle appuya sa tête contre le mur frais, les yeux fermés, écoutant. Dans le couloir au-delà, il n'y avait pas encore de voix, pas d'appel, pas de bruit de pas, seulement le faible bourdonnement de l'électricité et sa propre respiration. Elle n'avait dormi qu'1 heure. Son esprit était agité. Chaque fois que ses yeux se fermaient, il la ramenait dans le temps. Le visage effrayé de Lily, les bleus qu'elle essayait de cacher, les petits bras du garçon serrant son cou dans la chambre de motel sombre, le son des rires derrière des portes de bureaux épaisses, le calme froid du tribunal, les procureurs qui ne l'appelaient jamais par son nom, juste l'accusé. Chaque détail de son prétendu crime était gravé au ciseau, tandis que chaque vérité était ignorée comme la poussière sur le sol. Personne n'avait voulu entendre la vraie histoire jusqu'à maintenant. Le cliquetis des clés à la porte rompit le calme. Elle ouvrit les yeux alors que la porte s'ouvrait et que Ben entrait dans la pièce. Il avait l'air épuisé, les yeux injectés de sang, la chemise froissée par des heures sans sommeil, mais son expression était stable. Il ferma la porte derrière lui et fit un signe de tête au garde qui s'éloigna, leur accordant de l'intimité. Ben s'approcha d'elle et s'assit lentement sur le banc en face de son lit de camp. « Ils agissent vite, dit-il. Le tribunal a ordonné une audience probatoire complète.
Le juge veut les témoignages de tous ceux qui ont participé à votre affaire. Elsie le regarda avec un calme mesuré. Tous? Il hocha la tête. Le procureur initial est à la retraite. Votre défenseur public est décédé il y a 6 ans, mais l'homme qui a enterré l'enquête, qui avait le pouvoir de faire taire tout le monde, il est toujours là. Elle ne dit rien. Ben se pencha légèrement en avant. J'ai besoin que vous disiez son nom officiellement, pour le procès-verbal. Elle le fixa. Vous savez déjà qui c'est. Oui, dit-il, mais savoir ne suffit pas. Nous avons besoin que ce soit dit. Nous avons besoin que ce soit lié à un témoignage. Si nous voulons mettre un terme à tout ça, si nous voulons exposer ce qui s'est passé, nous devons le sortir de l'ombre. Elle ferma les yeux. Les souvenirs revinrent instantanément. La voix au téléphone. La dureté de son ton même quand il souriait. La façon dont il avait regardé Lily quand il pensait que personne ne regardait. Les menaces qui venaient comme des murmures et les promesses qui venaient enveloppées de silence. Quand elle rouvrit les yeux, ils étaient durs de quelque chose de plus ancien que la peur. Robert James Elwood. Ben se rassit, les mots s'installant dans l'air comme le son d'une cloche. Il ne s'est jamais soucié de ce garçon, dit-elle, la voix basse. Il ne se souciait que de ce que la mère savait, des choses qu'elle avait vues, des noms qu'elle avait écrits. Elle m'a dit une fois qu'il avait des secrets cachés dans des coffres de banque, que si elle disparaissait un jour, quelqu'un devrait regarder dans ses comptes de charité. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Je ne crois pas que je voulais comprendre, mais maintenant je comprends. Ben hocha la tête, mais ne l'interrompit pas, elle a essayé de fuir. Elle allait voir le procureur de l'État, lui remettre des documents. Elle me les a montrés. Elle a dit qu'elle avait des preuves qui pourraient détruire sa carrière. Elle a pleuré en me le disant. Pas parce qu'elle avait peur pour elle-même, parce qu'elle savait qu'ils ne laisseraient jamais leur fils s'en sortir s'il risquait d'être exposé. Elle s'y fit une pause, ses mains agrippant les bords de la couverture sous elle. Alors j'ai pris le garçon, continua-t-elle. Quand je l'ai trouvé seul, meurtri, en pleurs, sa mère déjà partie, j'ai fui. Pas pour le garder pour moi, pas pour blesser qui que ce soit. Juste pour l'empêcher de devenir une autre pièce dans le jeu de cet homme. Je pensais que je pouvais disparaître avec lui, le garder en sécurité. Mais j'ai sous-estimé jusqu'où allait la portée d'Elwood. Il n'a même pas eu besoin de la police. Ces hommes sont venus discrètement, ont pris l'enfant, ont dit au monde que je l'avais kidnappé, que j'étais délirante, dangereuse. Personne n'a jamais demandé où était la mère. Personne n'a jamais remis en question pourquoi le père n'était jamais apparu au tribunal. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais existé, seulement moi. Une femme sans argent, sans pouvoir, et avec trop de vérité entre les mains. Ben sentit le feu monter dans sa poitrine. De la rage, pas pour lui-même, mais pour elle. Pour le monde qui avait fait d'elle une méchante, parce que c'était plus facile que d'affronter la pourriture sous sa surface. Nous allons rouvrir chaque dossier, dit-il. J'ai déjà déposé des assignations à comparaître pour le personnel de l'hôpital qui a soigné Lily. J'ai recontacté Karen Holz. Elle est prête à témoigner. Et j'ai trouvé autre chose. Une infirmière de la clinique où Lily allait pour ses soins prénatals. Elle se souvient qu'Elwood est venu menacer la réceptionniste. Il y a un schéma, une piste. La voix d'Elsie était calme. Alors suivez-la, mais soyez prudent. Cet homme ne tombera pas sans essayer d'entraîner quelqu'un avec lui. Ben hésita, puis se pencha plus près. Il y a encore une chose que je dois vous demander. Le garçon, savez-vous ce qui lui est arrivé après qu'il l'ait emmené? Ses lèvres se pressèrent, ses yeux, pour la première fois depuis des heures, se détournèrent. Non, dit-elle doucement. Pas avec certitude. Je ne l'ai plus jamais revu. Ils m'ont dit qu'il avait été rendu à sa famille, mais je pense qu'ils l'ont déplacé, caché, peut-être fait adopter sous un faux nom, ou peut-être pire. Je ne sais pas. Mais s'il est toujours là, elle s'interrompit. Ben termina pour elle. Nous le trouverons. Il y eut de nouveau le silence entre eux, mais il n'était pas vide. Il était lourd de la connaissance de ce qu'ils étaient sur le point de déterrer. Plus tard dans la journée, Elsie fut transférée à l'aile médicale pour observation. Non pas parce qu'elle était malade,
mais parce que l'État avait maintenant besoin d'elle vivante. Elle était soudainement précieuse. Son nom que personne n'avait voulu prononcer était maintenant dans les gros titres à travers le pays. Une femme dans le couloir de la mort sauvée par des preuves de dernière minute. L'histoire derrière le silence. Le membre du Congrès, l'enfant et la vérité enterrés pendant 30 ans. Elle n'en lut aucun. Au lieu de cela, elle passa ses journées à regarder la lumière sur le mur changer avec les heures. Elle pensait souvent à Lily, à son rire, à son cœur féroce, à la façon dont elle avait embrassé le front de son fils comme si c'était une bénédiction. Elsie avait toujours le pendentif en croissant. Elle le tenait chaque nuit avant de dormir, murmurant un nom que seule elle se rappelait. 2 jours plus tard, Ben revint avec de nouvelles informations. Ils ont menti sur le garçon. Il a dit qu'il n'avait jamais été placé en famille d'accueil. Les dossiers d'adoption ont été falsifiés. Nous avons retrouvé la femme répertoriée comme sa tutrice. Elle n'existe pas. C'était une identité fantôme. Nous pensons qu'il a peut-être été déplacé hors de l'État. Elle s'y ferma les yeux. Continuez, dit-elle. Peu importe où cela mène. Ben plaça un document dans sa main. C'est une déclaration sous serment d'un homme qui a travaillé pour la campagne d'Elwood dans les années 90. Il l'a entendu se vanter d'avoir nettoyé le désordre avec cette infirmière et son garçon. Nous l'ajoutons à la plainte fédérale. Elle ne le lut pas. Elle le tint simplement. Une autre pièce. Une autre fissure dans le mur. L'audience finale était prévue. Elle s'y témoignerait. La presse serait là. Le monde qu'il avait oublié devrait regarder. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur son lit de camp sous un drap fin, elle ne ressentit aucune paix. Mais elle ressentit quelque chose de proche d'un but. Sa voix, si longtemps enfouie, était sur le point de devenir une lame. Et pour la première fois depuis le jour de son arrestation, elle crut qu'elle pourrait enfin trancher à travers les mensonges. Elle murmura un nom dans le noir. Pas celui d'Elwood, celui du garçon. Et dans ce murmure, elle ne se souvint pas de la salle d'audience, ni des gros titres, ni de la cellule. Elle se souvint seulement de la chaleur de son petit corps dans ses bras, et de la façon dont il l'avait regardée avec des yeux parfaits et confiants. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Maintenant, le monde devait répondre. Si vous avez trouvé cette histoire poignante, assurez-vous de vous abonner pour en découvrir d'autres. Consultez nos autres vidéos pour des histoires qui comptent. Et n'oubliez pas de partager celle-ci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.